la règle de l'exception. Nous ne sommes pas comme les autres. Donc, nous ne sommes pas comme les autres, je ne suis pas comme les autres, et je ne le serai jamais. Même si j'essayais d'être autre que je le suis, je ne pourrais l'être. Ça m'est impossible. Je suis incapable d'être autre de ce que je suis. Donc, on débute par là. Bon, ce jour-là, on était à la maison. J'avais 1 an et demi à peu près. J'avais 18 mois par là. J'étais un enfant chétif, à la tour abolie déjà, donc sans constitution, sans santé, sans rien de quoi que ce soit. Et j'étais solitaire. Et ce jour-là, par hasard, mes parents qui avaient déménagé récemment de Bruxelles, où je suis né, par hasard, parce que mon père était un grand joueur de tennis, me voilà installé à Londres, dans une chambre tout en haut d'une maison, dans un quartier, disons, plutôt chic, pour ne pas exagérer, mais quand même un quartier bourgeois, très élégant, etc. Au 4e étage duquel il y avait notre nursery, comme on appelle ça, c'est-à-dire où on mettait les petits. Donc il y avait mon frère et moi. Mon frère aîné a 10 ans de plus que moi, 5 ans de plus que moi, et il était le chouchou de famille. Moi j'étais le rejeton de la famille. Un rôle qui m'a toujours beaucoup plu. Je préfère cela à être au centre des affaires. Donc disons, repassons par là, j'ai 1 an et demi à peu près. Mes parents sortent, parce que mes parents faisaient la grande vie de Londres, puisque ma mère quand même, ma mère est aristo, elle a ses relations diplomatiques, ils sortaient presque constamment, régulièrement, tous les jours, quand il fallait, parce qu'il fallait, je ne sais pas ce qu'ils foutaient au fond, mais je sais que je les voyais à peine, parce qu'on était coincés nous autres là-haut. Ma mère ne s'occupait pas du tout de nous, parce que c'est pas permis en Angleterre que les grandes personnes s'occupent des enfants. C'est presque dangereux. En ce sens-là, bon, tout ça s'explique facilement. Me voilà installé, ils sortent, je suis seul avec ma tante. Ma tante est une infirmière formée et une infortunée par sa naissance. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas intelligente, elle n'a rien. Elle n'est pas riche, mais elle est infirmière et tout le monde se moque un peu d'elle parce qu'elle n'a rien. Sauf un petit chien, une caniche qu'elle adore, avec lequel elle sort partout. Il y a beaucoup d'images de ça visibles, on sait. Un de mes premiers contes s'appelle Lydia's Luck, c'est-à-dire la malfortunée de cette personne, parce qu'elle est... Enfin, la voilà, chez nous, elle est seule, elle s'occupe de moi. J'ai une espèce de bronchite, normalement. À ce temps-là, dans ces bons vieux temps, on parle maintenant de l'année 30, disons. Hein. L'année 30, on mettait sur la poitrine du malade, on mettait un truc en l'huile de lin chauffée, hein, pour faire remonter le sang. Figure-toi. Apparemment, ça faisait du bien. Voilà la mise en scène, ok? La mise en scène peut continuer pendant des jours si tu veux, mais voilà, elle est là. Alors, elle met ça sur ma poitrine, et elle, je sais pas, elle est disparue en bas, je suppose, elle m'a laissé tranquille la nuit. Je me suis réveillé avec une fièvre que, me dit-on, était de 107 Fahrenheit, ce qui est dépassé toutes les limites connues d'une fièvre. C'est peut-être vrai, c'est pas peut-être vrai, je ne peux pas vérifier du tout, mais je sais que je brûlais. Je brûlais, ça je le sentais chez moi. Alors j'ai commencé à hurler. Je souffrais d'une très grande chaleur. Alors la nanny, la nourrice est venue s'occuper de moi et tout de suite elle a vu ce qui se passait. Elle a
vite téléphoné en bas à mes parents, pas à mon père qui n'y était pas, mais qui était, je sais pas, quelque part en Roumanie en train d'acheter du pétrole, quelque chose comme ça. Ma mère en panique monte et elle appelle tout de suite notre médecin de famille. Notre médecin de famille s'appelle le docteur Saint-Mont et c'est un saint, parce que ce monsieur a fait une performance qui ne se répétera jamais, qui ne pourra pas être répétée de nos jours, intolérable, parce qu'il y aurait des procès aux îles et aux Amériques, parce qu'ils adorent les procès là-bas. Tandis qu'à cette époque-là, ça ne se faisait pas avec notre médecin particulier. Le docteur Saint-Mont, c'est un docteur tout à fait simple, un docteur de famille. Il est belge, il avait émigré vers l'Angleterre, il connaissait mes parents, et il s'est mis à arriver chez nous aussi vite qu'il pouvait. Alors on me transporte de ma chambre vers la table de où nous prenons nos repas, les petits. Nous prenions nos repas dans une chambre séparée qui donnait sur la rue. Je me suis transporté, j'ai hurlé, je suppose, je souffrais. Et ce médecin arrive de toute hâte. Il habitait pas loin, enfin il a dû courir, parce qu'il est arrivé presque tout de suite. Et une fois arrivé chez moi, il voit ce qui se passe, et il se tourne vers ma mère qui est paniquée entièrement, ne sait pas quoi faire du tout, elle pousse des cris partout, « Oh mon fils, mon fils, mon fils !» Comme si elle s'en était occupée toute sa vie, ce qui n'est pas vrai du tout, hein, elle s'en fichait bien. Non, j'étais l'enfant chétif, quoi. Bon, arrivé là, ce médecin lui regarde comme ça, œil à œil, et dit, « Madame, vous avez un choix à faire. Vous allez me dire, est-ce que j'ai votre permission pour opérer sur votre fils? Si vous n'opérez pas, si je n'opère pas tout de suite, il sera mort dans 5 minutes. » Ah, dit-elle. Ah, ou quelque chose comme ça. Ah, plutôt comme ça. Hein? Elle dit, faites ce que vous pouvez. Alors ce merveilleux médecin, le docteur Saint-Mont, c'est la dernière chose que moi je vois. Je vois s'approcher de moi. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'était ce outil qu'on... Un scalpel. Un scalpel, oui, c'est ça. C'est même mot en France? Oui. Un scalpel. Bon, merci. Connaissance, je dis bien. Un scalpel. Je le vois et puis, paf. Moi, je suis hors de... Je ne sais plus rien. Ce qui s'est passé pendant cette scène, c'est qu'il a dû opérer chez moi, sur moi, inconscient. Un enfant à 15 mois, il n'y a pas d'anesthésie possible. Et d'ailleurs, j'en serais mort tout de suite, de toute façon. Donc, il a fait ce qu'il pouvait. Et qu'est-ce que c'était qu'il a fait? C'est un miracle. Parce qu'il a dû prendre dans ses mains, mon cœur, l'enlever de mon corps, le lever de mon corps, hein, le tenir dans ses mains et le travailler derrière mon cœur pour déblayer tout ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire tout ce qui était déjà brûlé, mal fait, etc. Tout ce qui est les restes, quoi, de ce qui s'est passé. Ça, c'est de l'héroïsme. Un mec qui fait ça a du courage. Parce qu'il peut perdre tout de suite, il peut tout perdre. Bah. Au lieu, il a très bien réussi son affaire. Moi, je ne suis pas revenu à la connaissance du monde encore pour quelques mois même, je crois. Mais lui a réussi à tout déblayer, tout ça derrière mon cœur, tenant ça dans sa main. Et ça prend un courage exceptionnel, absolument exceptionnel de faire ça. Absolument exceptionnel, ça n'existe pas. Et voilà l'histoire de mes débuts en tant que ce que je suis, un enfant dont
la vie a été sauvée par un médecin courageux, suprêmement courageux et très capable. Tout à fait un médecin ordinaire. Ce n'était pas un spécialiste, ce n'était pas un cardiologue, ce n'était pas un toubib. C'était un mec qui faisait son boulot. Hein? Bon, partie première. Ok. T'es satisfait? Et c'était à ce moment-là, et on n'avait jamais fait d'opération à cœur ouvert. Pardon? On n'avait jamais pratiqué à ce moment-là d'opération à cœur ouvert. Je suppose que c'est le premier. On me dit, j'ai jamais réussi à vérifier, mais on me dit que c'est la première fois que ça s'est fait. Je sais que dans les annales de la médecine, quelque part, il y a un record de cela, mais je n'ai jamais regardé, jamais cherché, parce que le docteur Saint-Mont n'existe plus. Alors on ne sait pas où il est parti, qui il était, on ne peut pas ériger une statue en son honneur, mais il reste très honorable chez nous. Et qu'est-ce que cet événement, ce premier événement dans ta vie, a changé à ton enfance par rapport à l'enfance qu'ont pu avoir tous les autres enfants? Naturellement, j'étais tout à fait... J'ai été sauvé par l'exceptionnel. C'est l'exception faite qui fait l'artiste. C'est exactement le parallèle de mon ami M. Bello, qui a eu exactement le même truc, qui a été sauvé par les bonnes sœurs à la ville de Montréal, à la Chine, donc, que tu connais sans doute, à la Chine. Ce sont les bonnes sœurs là-bas qui se sont occupées de cet enfant qui était très très malade. Et en lui disant les prières et tout, mais il s'est remis grâce à eux, mais il n'était plus le même. Il avait dans sa tête déjà des idées qui sortaient du commun, et quand nous nous sommes rencontrés la première fois, nous avons échangé entre lui et moi des confidences à ce propos. On s'est dit, tiens, on a fait la même chose, toi et moi. On est partis du même endroit, c'est-à-dire du désastre. On a été sauvés par des gens qui nous sommes étrangers, qui nous sont étrangers. Donc on est des êtres, dans un certain sens, exceptionnels. On ne devrait pas être là, mais on est là. Et nous voici. Nous voici très très bons copains. Parce qu'on est restés copains pendant plus de 60 ans. Ce qui est déjà assez extraordinaire. La rencontre avec son vélo, elle s'est passée où? Aux États-Unis? Au collège de Bard, où nous deux nous sommes arrivés en même temps. On est arrivés le même jour. J'avais lu son Belge, que je savais qui c'était un grand écrivain déjà. Un grand écrivain sans le fric, sans grande réputation, mais c'était quand même un juif d'origine, mais lui disait pas tout à fait des juifs, tu sais, des plaidoyeurs de la juiverie, mais des gens plutôt bien. Ce qui n'était pas entièrement vrai, mais naturellement, nous autres artistes, nous savons très bien mentir sur notre passé. Lui, on était plus capables que beaucoup, parce que c'est pas un homme qui aime la vérité, ne l'intéresse pas tellement. Parce que c'est un artiste, donc il n'y a pas besoin de vérité. On s'est retrouvés arrivant le même jour au même collège, et tout de suite cette amitié s'est formée entre nous deux, et qui a duré pendant toute sa vie et jusqu'à sa mort. C'est moi je l'ai embrassé la dernière fois le jour de sa mort, donc c'était copain du début à la fin. Et c'était un être exceptionnel, de talent et de tout. Mais toujours un jaloux. Le moment que tu devenais un rival, il commençait à s'inquiéter. Si tu es un rival, tu n'es plus vraiment son ami, parce qu'il voit très bien que toi tu peux succéder ou tu peux faire ce qu'il peut faire. Ça c'est dangereux. Alors il peut te téléphoner en disant « Ce que tu as fait, cette histoire est une merveille. » Il m'a appelé ça quand j'avais écrit un morceau. Il est assez bien quand même. Un autre morceau que tu verras un jour. Mais il m'a dit, ça c'est extraordinaire, tu as fait quelque chose de la plus belle chose de ta vie, maintenant tu es vraiment génial, etc. etc. J'étais tellement ébloui, parce qu'il n'avait jamais dit un mot de gentil,
envers mon écriture. Plutôt, il était plutôt critique, hein, parce que c'était de haut en bas avec Saul Bellow. C'est un grand monsieur. Hein. Il a quand même 15 ans de plus que moi. Il est né en 1915, Saul Bellow, donc il y a une différence d'âge. Et tout le monde croit qu'on est père et fils, mais c'est pas du tout la vérité. On a toujours été très très égaux entre nous deux. Il n'y avait jamais eu de problème de supériorité jusqu'à ce moment-là. À ce moment-là, les deux, on était artistes. C'était très dangereux. Donc jamais, j'étais tellement ébloui que jamais j'ai réussi à le faire répéter ça en public. Jamais, jamais. Et le frère on l'aura jamais fait, chose que tout artiste comprendra parce que c'est naturel. Si moi j'avais une pause, s'il te plaît. Ok. On y dort très bien. Ma femme, naturellement, a dormi sur ce lit-là. Comment s'est passé C'était de courte durée, ma foi? Je t'entends pas, chérie. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il est en train de faire la chambre. Je fais ce qu'on appelle des plans de coupe. Oui, c'est Tu ça. as parlé de Saul Bellow et je pense que c'est lui. Je me trompe? Non, Ce n'est pas lui. c'est mon grand ami médecin, psychiatre, sauveur de ma vie. D'accord. Il s'appelle Barry Cooper. Si tu faudrait que veux tu me- voir Saul Bellow, il sera quelque part. Mais Tu me diras une photo de lui. oui, il y en a tout plein. Ça ne manque pas. Tu n'as qu'à demander tout ça, le background, tu demandes À Linda. à Linda, elle te donnera tout. Droit à tous les romans, parce que c'était le fait que nous avions fait lire des romans. Pas exagéré quand même. Quoique ce soit un plaisir, naturellement, d'exagérer un peu. Alors, souhaites-tu continuer par Bon, la suite de ta petite enfance, l'épisode après où tu restais allongé, tu m'as dit pendant longtemps, ou est-ce que tu veux passer à un autre sujet, parler de la musique? non, on peut continuer là-dessus. C'est à toi de choisir les sujets. Donc, ce qui m'avait très particulièrement frappé, c'est que tu n'es pas allé, à la suite de cette opération, tu es resté au lit pratiquement pendant plusieurs années, c'est Oui. ça? Je suis resté plus ou moins... Je pesais quand je suis arrivé aux États-Unis, en 1939, je pesais 40 kilos, ce qui était rien, absolument rien. Puis je me suis remis aux États-Unis d'une façon extraordinaire. Je suis arrivé à la puberté et tout ensemble. Et ça a été le miracle. L'Amérique a été le miracle pour moi. Pour beaucoup de raisons, mais surtout celle-là. Pour moi, l'Amérique de l'époque était un très grand pays, merveilleux pays, où les écoles étaient bonnes, où le président était convenable, disons pour le moins, où les gens étaient intelligents, où les professeurs étaient de vrais profs, où il y avait une vraie vie intellectuelle. Il n'y avait pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui, une espèce de merde commune que les Américains ont entièrement perdu leur éducation. Donc ils sont les plus bêtes au monde, ce sont les Américains aujourd'hui. Donc tout ça, on doit à ce qu'on appelle political correctness, la correctitude politique des Américains. Et je ne vais pas donner la culpabilité à tous ceux qui le méritent, mais tous les gens qu'on ne voudrait pas avoir chez soi, ce sont ces gens-là qu'on n'aime pas. Donc oui,
je suis devenu très anti-américain dans l'époque qui viendra, mais pas à tout. Beaucoup de choses, pas à tout. Il y a quand même de très bonnes choses aux États-Unis, mais c'est bien caché et ça n'existe pas du tout des deux côtes de l'Amérique, ni en Californie, ni à New York ou à Boston trouveras-tu une vraie Amérique. Tu auras des gens qui sont déformés par leur culture, ce qui est de la correctitude politique. Donc tout ça, c'est une perte énorme. Enfin, continuons. Où étions-nous donc? Donc tu disais que tu étais arrivé aux États-Unis, tu pesais 40 kilos. Ça veut dire que les... Bon, les années entre, c'est vrai, c'est là où on était, oui. Voilà. Tu avais un percepteur, oui, un professeur, plusieurs. On m'envoyait, j'avais une envie farouche de lire, donc je me suis mis à lire très tôt. Ça m'est venu très facilement de lire. Je lisais déjà à 2 ans, je crois, à peu près par là, je lisais déjà. Et on envoyait des précepteurs qui me parlaient de ceci et de cela, de tout. Des jeunes gens qui venaient de l'université, surtout s'ils étaient catholiques, mais cela à part, oui, j'ai connu tout un monde à travers cela. Et je me suis formé très, très tôt dans beaucoup de langues et de cultures, donc puisqu'autour de moi il y avait toutes ces langues, mais je ne pouvais rien faire, j'étais au lit coincé, donc je ne pouvais pas bouger. Alors quand je suis revenu à la vie, disons, la prochaine chose dont je me souviens du tout, dans le sens formel du mot, c'est cette espèce de désir de lire et de tout savoir, de devenir le professeur de tout le monde, chose qui ennuyait énormément mon père, qui n'aimait pas du tout cette idée-là, que son fils lui dise. Quand on lui disait c'est 5 kilomètres où nous allons, je disais non, c'est pas 5 kilomètres, c'est 5 kilomètres et 35 mètres. Et il dit, ah bon, toi tu en sais plus que tout le monde, hein, etc., grognant. Il n'avait rien à voir avec moi, je ne l'intéressais pas, c'est mon frère qui l'intéressait. Mon frère était toujours le chouchou de la famille, donc et moi j'adorais mon frère, c'était mon grand frère, et qui était un rigolo, mais ce ne fut pas un homme sérieux, pas du tout, mon frère. Au contraire, il a mal fini en épousant sa mère, donc ça c'est pas très bien ça. Ça ne se fait pas. Donc on m'a envoyé, j'ai une septicémie, je me souviens de ça. Donc on a dû m'envoyer en Suisse. Je suis passé dans un espèce de bizarre collège suisse à Lézin, sur Olon, tout en haut de la montagne. Et là, on nous élevait sur des lits où on nous donnait le matin du sang de bœuf à boire, tout frais, tout chaud encore. On devait savoir. Et je me souviens, la prochaine chose dont je me souviens vraiment clairement, c'est la mort du roi Georges V, qui était mon roi. Moi, étant monarchiste dans un certain sens, de par ma mère, j'ai dit, oh, c'est triste, le roi est mort, vive le roi. Alors on nous a donné un jour de congé à nous autres pensionnaires anglais qui avaient là-bas, on nous a donné une journée de congé pour la mort du roi. Et je me souviens très très bien des funérailles et tout ça, parce que je ne sais pas comment, mais j'ai su après par des images et du savoir. Tout ça fait partie de mon existence, mais j'étais toujours là dans cette espèce qui s'appelait le Home des SR, là-bas sur Villars-sur-Olon. Et c'est là que j'ai pour la première fois de ma vie apparu en scène,
On a fait un théâtre pour nous autres, je ne sais pas, pour nous distraire ou quelque chose, j'ai aucune idée. Je sais que je suis rentré en scène et que j'ai tout de suite fait pipi. J'avais tellement peur d'être en scène. Alors, là, en plein public, je suis là, tremblant. Voilà. Tu te rappelles du rôle? Oui, très bien. La sensation de peur que j'ai eue d'être devant tous ces gens. Donc, guéri de cela, si on peut se dire guéri de ça, alors la prochaine étape, je suppose dans ma vie un peu exceptionnelle, peut-être quand je suis rentré chez moi, c'est-à-dire en Angleterre, où j'ai retrouvé la maison telle qu'elle était avant, mais entre-temps on avait acheté une maison à la campagne. Mon père avait acheté une maison à la campagne. Il faut dire que, pour ne pas exagérer du tout, qu'on a des relations avec la famille Agnelli, qui sont quand même les grands propriétaires, c'est-à-dire un Agnelli a épousé une Rangoni, et de notre part, ça paraissait un mariage, disons, peu aristocratique, et de leur part, un mariage tout à fait aristocratique. C'est-à-dire, ils avançaient, nous autres, nous avons un peu perdu avec tout cela. Sauf que tous les jours, tous les anniversaires de ma mère apparaissaient avec un gros ruban autour, une voiture envoyée par M. Agnelli à ma mère, avec un gros ruban autour, c'était son cadeau d'anniversaire. Ce qui est déjà plutôt bizarre si tu y réfléchis. Quand même, ça indique un peu les relations entre les deux familles. Les Agnelli, ils sont restés de toute ma vie de grands amis personnels. J'ai beaucoup aimé Gianni Agnelli, qui est quand même propriétaire de la Ferrari, de la Juventus, de toutes les affaires footballistiques et sportives que j'adore. Donc, ça fait une partie fondamentale de ma vie. Quand je suis rentré chez moi, on avait la maison de campagne. Mon père, que je voyais de temps à autre, il tripotait sur des voitures, il s'occupait, il adorait ces voitures, et il détestait tous les amis de ma mère, donc ils ne s'entreparlaient pas énormément. Ma vue de mon père, c'est l'homme qui a épousé la fortune de ma mère, qu'elle avait en dot. Cette dot de ma mère montait à 75 000 francs d'or, ce qui est quand même une très forte somme. Très forte somme. Mon père l'a saisie, il l'a employée pour développer ses affaires à lui. Donc mon père est dans un certain sens un voleur de l'héritage de ma mère. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il est coupable de pas mal de choses. Il l'a planté un beau jour en Californie. Donc, ce n'est pas très beau ce qu'il a fait. Son rôle n'est pas héroïque, au contraire. C'est un homme très très difficile et très dur. Mais très très beau, très intelligent, très capable. Et il a inventé, c'était un peu un inventeur comme son père. Son père était un ami de Edgar Allan Poe. Alors tu vois, ça remonte assez loin. Son père était inventeur, ingénieur, formé en Allemagne, à la Technische Hochschule à Berlin. Donc, ma mère a débuté sa vie de mariage à Berlin. Chose dont je ne sais rien, mais c'est ainsi. De là, où est-ce qu'on est maintenant? Où est-ce qu'on est? Ton père. Alors, mon père, selon moi, enfin, c'est l'homme que je cherchais toujours, dont je voulais être le fils, mais qui s'est entièrement refusé à s'occuper de moi d'aucune façon. Je ne l'intéressais pas. Je ne sais pas qu'il ait été méchant avec moi, il n'était pas du tout méchant.
mais tout simplement, il avait déjà bougé très loin. Il savait ce qu'il voulait. Il partait, il faut aussi dire, ça continue, pardon, il me reviennent des idées. Il faut dire aussi que mon père pilotait son propre avion. Donc il partait à Ploesti en Roumanie, il partait où il voulait. Il amenait acheter ses robes chez Main-Baucher à Paris. Tout ça, des relations qui lui ont très bien tenu la vie pour ma mère, qui quand elle est venue aux États-Unis pendant la guerre, ses seuls clients c'était la duchesse de Windsor, qu'elle connaissait très bien comme client, etc. Donc tout ça c'est une partie de sa vie qui l'a beaucoup sauvée à la fin de sa vie, parce qu'elle était vraiment coincée, elle n'avait pas d'argent, pas de fric, elle n'avait rien. Mon père l'avait quitté, il l'avait laissé en Californie, plantée disons. Et elle a pleuré pendant 1 an entier, 1 an, sans arrêt. Elle pleurait tous les jours, parce qu'elle pensait qu'il n'y aurait jamais fait ça. Elle aurait dû savoir mieux que ça. Il fallait qu'elle soit un peu plus intelligente, elle n'était pas. Elle préservait son idée à elle de ce que c'est qu'une aristocrate, qui ne perd jamais son sang-froid. Et surtout son catholicisme, parce que là, elle est très très pieuse, très catholique. Et moi j'étais formé très catholique, donc mes premières écoles, nous allons passer maintenant à mes premières écoles. Pour la première fois, je pars à l'école à 8 ans. Je crois à peu près par là. L'école à laquelle je vais se trouve près de notre propriété à la campagne, sur la mer, à Westgate-on-Sea. C'est une espèce de banlieue de cette partie à l'est de l'Angleterre qui maintient des relations avec la Bourgogne, tout ce côté bizarre de l'Angleterre de l'Est, qui vraiment a ses relations beaucoup plus proches avec les Hollandais et les Allemands qu'avec les Anglais. Ou d'ailleurs, toujours aujourd'hui, on a les meilleurs vins du monde. C'est toujours là parce qu'ils importent directement des vins de Bourgogne dans des relations. Donc me voilà en campagne et je fais ma première communion, je me souviens de ça. Parce que moi je m'évanouissais facilement, donc toute émotion, et puis je partais, moi je fondais par terre. Comme font les artistes d'ailleurs, il n'y a rien de différent avec ça. Et je vais à l'école. Je me souviens très bien de l'école et des amis que je me faisais à l'école, parce que c'est la première fois que j'étais avec d'autres gosses. Je n'ai jamais connu un autre enfant presque, parce que les voisins n'arrivaient pas chez nous, ils n'étaient pas de la qualité d'être admis chez ma mère. Donc tout d'un coup je suis avec des gens normaux, qui étaient des copains, qui rigolaient, qui faisaient d'autres choses naturellement, puisque à cet âge-là on est plutôt précoce sexuellement. Moi je ne savais pas du tout ce que c'était, ni j'avais aucun intérêt de toute façon. Mais c'était une grande expérience pour moi d'avoir des gosses ordinaires. Et puis on m'a envoyé finalement en école en dehors du chez nous, si tu veux, et je me suis trouvé à une école qui s'appelle Lady Cross, qui est une espèce d'école ultra catholique sur la côte sud de l'Angleterre. Et là j'ai commencé à bouger en être humain plus ou moins, c'est-à-dire dans ma capacité qui était très réduite. Jusqu'à ce qu'un jour, on a découvert que j'avais certains talents que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire j'étais loin au-dessus d'eux du point de vue éducation, point de vue connaissance, point de vue langue, point de vue ceci et cela. Ça, j'étais loin au-dessus d'eux. Donc c'était assez utile pour une équipe d'avoir... Oui. Tu avais quel âge?
Pardon? Tu avais quel âge à ce moment? Tu avais quel âge? Je devais avoir, quand je suis allé à Ouest, je devais avoir 9 ans, 8 ans, 9 ans par là. Alors, on a découvert mes petits talents. Et naturellement, mon père, qui, à ce moment-là, a décidé qu'il devait faire un grand geste, est arrivé en avion et atterri sur notre terrain de jeu avec son avion privé. Et voilà que l'école disait, oh mon Dieu, ce petit rien, un papa qui va en avion, ça vaut la peine. Alors j'étais accepté, plus ou moins. C'est de très longues promenades qu'on faisait tous les mercredis. C'est un rituel d'école catholique. Mais c'était une bonne école. C'était mauvaise, pas du tout mauvaise l'école. Là, il y avait aussi le fils de l'ambassadeur des États-Unis aux îles Britanniques, un monsieur qui s'appelle Kennedy. C'est par là que j'ai connu la famille Kennedy. Son père était ambassadeur à Londres, parce qu'on ne le supportait pas. On savait très bien ce qu'il faisait, c'était un bootlegger. Tu sais ce que c'est un bootlegger? L'importateur d'alcool. C'était la famille Kennedy, sont fameux pour ça. C'était des salauds, des criminels, toute la famille entière. Les Kennedy sont tous corrompus à un point extraordinaire, mais ce sont des gens très charmants, très charmants. Donc après, j'ai maintenu cette relation avec la famille Kennedy, parce que c'est les Kennedy qui, enfin, en Amérique latine, etc., m'ont sauvé de beaucoup de difficultés. Ils se sont mis. Mais c'est aussi par eux que j'ai eu mes relations avec la CIA et tout le reste. Tout le reste de ma vie se passe en anticommunisme, etc. Tout ça, c'est une affaire très, très compliquée. Même dans une entrevue comme ça, on n'arriverait jamais au bout de tout ça. Et donc la famille Kennedy reste importante. Et puis les Kennedy, c'était le frère cadet, le deuxième enfant, qui était de ma classe, disons. Et il était déjà ce qu'étaient ses parents. C'était celui qui battait les enfants plus petits que lui. C'était une horreur d'être humain, si tu veux. Mais l'école était une bonne école. J'ai appris pas mal, c'est là où j'ai appris quand même le latin et le grec, très bien instruit dans l'école catholique avant-guerre. On apprenait ça avant le petit déjeuner, donc très tôt le matin. Et puis on passait en file devant l'infirmière qui regardait si vous aviez bien fait vos mouvements d'en bas et ceux d'en haut. Et si vous aviez bien passé ces examens, vous pouvez passer à la douche, on vous donnait une douche, et puis vous alliez tout de suite en classe. En classe, j'ai eu des professeurs vraiment dans un certain sens très doués. C'est-à-dire ils étaient des gens qui vraiment connaissaient leur métier. Surtout certains, naturellement, sont devenus plus amis que les autres. Mais c'était surtout parmi les classiques que je me suis formé. C'est-à-dire très tôt, je m'entendais très bien en latin et en grec et en hébreu. Parce qu'on donnait aussi l'hébreu à l'époque. Donc c'est par là que j'ai... Quand M. Bello parle en hébreu, je comprends quand même. Hein. Je connais un peu du Talmud, je connais pas mal de choses que les autres ne connaissent pas, grâce à cette école-là. Après, je me suis remis. Hein. Et je crois que là, il faudrait un autre arrêt, un petit arrêt.